La solitude de Michonne a le goût du fer dans la bouche, le goût du sang qui n'est pas le sien. Quand nous la rencontrons pour la première fois, elle n'est déjà plus une femme ordinaire. Elle est ce que l'Apocalypse a forgé sur l'enclume de la perte absolue. Deux choses mortes se traînent au bout de chaînes qu'elle tient. Mike et Terry. Des hommes autrefois, des pères, quelque chose au-delà du poids mort. C'était avant qu'Andreu ne meure à 3 ans, pendant qu'ils étaient trop défoncés pour entendre les cris. Elle a laissé la transformation s'accomplir. Elle a regardé avec la patience de celle qui a déjà tout perdu. Puis, elle a arraché bras et mâchoires avec la même précision qu'elle utilisait autrefois pour couper des légumes dans le loft d'Atlanta, quand elle croyait encore que la vie parlait d'expositions d'art et de dîners au vin. Pas de cruauté. Juste la justice dans sa forme la plus pure et terrible. Ils avaient échoué à protéger un enfant. Ce choix nous force à affronter une question inconfortable. Où s'arrête l'humanité ? Mike et Terry respiraient, marchaient, mais avaient déjà abandonné le seul devoir qui faisait d'eux des pères, des amis, des hommes. Michonne a exécuté une sentence qui précède tout code légal. Vous avez échoué à protéger l'innocent, vous porterez donc cet échec pour l'éternité. Les zombies enchaînés qui l'accompagnent ne sont pas qu'un camouflage pratique. Ce sont des monuments ambulants de trahison. Pendant des mois, elle parle au cadavre animé de Mike. Non parce qu'elle a perdu la raison, mais parce que le silence complet est un autre type de mort. Elle parle de la météo, de conserve, de n'importe quoi sauf du garçon. Andreu n'existe plus que comme un trou dans le monde, une absence qui a du poids et de la forme. La solitude assourdit plus que n'importe quel cri. Aristote a dit que l'homme est un animal social, que celui qui vit seul est une bête ou un dieu. Michonne n'est ni l'un ni l'autre. Elle est quelque chose d'intermédiaire, quelque chose que la nécessité a sculpté. Parler aux morts n'est pas folie quand le silence menace d'effacer qui vous étiez. C'est de la résistance. C'est refuser que la dernière voix humaine que vous entendiez soit la vôtre. Elle sauve Andrea parce que sauver est encore un verbe qui a du sens quand tout le reste est devenu substantif mort. Andrea est malade, vomit du sang, et Michonne nettoie tout sans expression. C'est ce que nous faisons maintenant. Nous nettoyons le sang les uns des autres jusqu'à ce que vienne notre tour de saigner. Et c'est là que réside peut-être la plus grande contradiction et par là même la plus intéressante. La femme qui punit impitoyablement ceux qui ont échoué à protéger est aussi celle qui ne laisserait jamais personne derrière. Le trauma ne l'a pas rendue cruelle. Il l'a rendue absolument rigoureuse sur ce que signifie prendre soin d'un autre être humain. L'amitié entre elles fleurit en territoire hostile parce que toutes deux reconnaissent dans l'autre la même obstination à continuer d'exister. Andrea veut croire aux murs, aux hommes qui ont des réponses. Après des mois dans le désert, tout mirage de civilisation ressemble à un oasis. Mais Michonne a développé un 6e sens pour les mensonges. Ce n'est pas de la paranoïa quand vous avez déjà vu le monde finir. Woodbury représente tout ce que Michonne a appris à se méfier. Une ville avec des murs, des règles, un chef charismatique appelé le gouverneur qui sourit trop. Les hommes qui sourient trop cachent généralement des choses dans des aquariums. Andrea veut croire, veut se reposer. Michonne ne peut se permettre ce luxe. Elle voit les soldats morts et sait que l'histoire ne tient pas.
Elle voit les zombies dans l'arène et comprend que cette civilisation est pourrie de l'intérieur. La découverte de l'aquarium, avec des têtes décapitées, et de Penny, la fille zombifiée du gouverneur, confirme ses pires craintes. Mais Michonne n'hésite pas. Le katana traverse le crâne de la créature avec l'efficacité d'années de pratique. Pour le gouverneur, c'est encore sa fille. Pour Michonne, ce n'est qu'un mensonge de plus qui doit être enterré. Elle connaît la tentation de s'accrocher aux morts. C'est précisément pourquoi elle sait quand cet attachement devient maladie. L'affrontement entre eux était inévitable. L'éclat de verre pénètre son œil avec une facilité surprenante. Le globe oculaire éclate comme un grain de raisin trop mûr. Il y a une symétrie poétique. L'homme qui refusait de voir la vérité sur sa fille est maintenant physiquement aveugle. Michonne pourrait le tuer là. Elle devrait. Mais Andrea apparaît avec l'arme pointée, et Michonne fait un calcul différent. Tuer le gouverneur devant Andrea briserait le dernier fil qui les relie. Andrea choisit de rester à Woodbury. Après des mois à se protéger mutuellement, après avoir forgé une amitié en territoire impossible, Andrea choisit le confort illusoire. Michonne ne supplie pas, n'argumente pas. Elle part simplement. Andrea a fait son choix, maintenant elle vivra les conséquences. On ne peut sauver les gens d'eux-mêmes. Le groupe de Rick la voit d'abord comme un élément étranger, potentiellement dangereux. Elle porte le panier de provisions qu'elle a vu Glenn et Maggie prendre avant d'être kidnappées, mais n'explique pas grand-chose. Elle agit plus qu'elle ne parle. Cette économie de mots n'est pas de la timidité, c'est une philosophie distillée. Wittgenstein a dit que ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Michonne comprend que certaines vérités sont performatives. La plupart des choses que nous disons sont des béquilles pour éviter le silence. Michonne a embrassé le silence. Elle en a fait sa maison. Mais elle agit. Elle sauve Herschel des zombies dans la cour de la prison. Elle aide Carl à récupérer la photo de Laurie parce qu'elle comprend qu'un garçon sans mère a besoin de quelque chose de concret avant que le vide ne se remplisse de haine. Quand elle révèle à Rick qu'elle aussi parlait aux morts, elle dit « Je connais ta folie. Elle est cousine de la mienne. » Quand Merle tente de la tuer puis s'excuse, Michonne reste silencieuse. Non parce qu'elle est incapable de pardonner, mais parce que le pardon n'est pas quelque chose qui se verbalise facilement. C'est quelque chose qu'on démontre en ne tuant pas quelqu'un quand on en a l'opportunité. Quand Merle la kidnappe pour la livrer au gouverneur, puis change d'avis en la libérant, Michonne tente de le convaincre de revenir. Il y a une rédemption possible, suggère-t-elle. Mais il refuse et elle accepte. Certaines personnes ont besoin de mourir de la façon qu'elles choisissent de mourir. Rick manque de la livrer au gouverneur. Quand il s'excuse, elle accepte sans drame. Il n'y a pas de place pour la rancœur quand chaque jour peut être le dernier. Accepter ce que nous ne pouvons changer, agir sur ce que nous pouvons. C'est une mathématique simple de survie. Rick a pris une mauvaise décision sous pression, puis l'a corrigée. Avancer est tout ce qui importe. Andrea meurt dans la salle de torture, mordue par Milton transformé. Toute l'architecture émotionnelle que Michonne a construite depuis André commence à se fissurer. Elle pleure. Des larmes véritables, non les pleurs des vivants, mais la lamentation de celle qui perd à nouveau quelque chose d'irremplaçable. Elle reste avec Andrea dans les derniers moments. Pardonne tous les mauvais choix.
Face à la mort, les trahisons deviennent petites. Andrea est morte en essayant de faire ce qui était juste. C'est suffisant. Le katana de Michonne n'est pas qu'une arme. C'est une extension de son corps. Et aussi une philosophie en acier. Chaque mouvement calculé, sans fioriture, sans gaspillage, porte la discipline des anciens samouraïs et des stoïciens romains. C'est la violence réduite à l'honnêteté. Je choisis de vivre. Tu es sur le chemin, l'un de nous doit cesser d'exister. Marc Aurèle a écrit que nous devons exécuter chaque action comme si c'était la dernière. Michonne vit cela littéralement. Il n'y a pas de place pour l'erreur quand chaque rencontre peut être fatale. Son habileté martiale n'est pas un simple talent. C'est une méditation violente. C'est la présence totale dans l'instant qui décide entre vie et mort. La lame toujours propre n'est pas une obsession. C'est l'insistance que dans le chaos, il existe encore des motifs. Il existe encore des choses que nous faisons parce que nous choisissons, non parce que nous devons. Le silence de Michonne est éloquent. Dans un monde qui s'est effondré dans le chaos, où les gens crient constamment de peur et de colère, elle offre une quiétude intentionnelle. Elle parle quand nécessaire, agit quand crucial. Le reste est contemplation interne. Il y a une sagesse là-dedans qui remonte aux philosophes orientaux, aux moines qui comprenaient que le silence n'est pas absence, mais présence concentrée. À la fin de la 3e saison, Michonne s'est intégrée au groupe de Rick. Pas complètement, jamais complètement, mais suffisamment. Après Andre, après Andrea, trouver des gens qui n'exigent pas qu'elle soit plus que ce qu'elle est, relève déjà du miracle. Elle n'a pas trouvé une famille. La famille est morte avec Andre. Elle a trouvé un but. Et le but est une ancre plus fiable que l'amour quand l'amour est un luxe dangereux. Protéger ces personnes spécifiques n'est pas une destinée grandiose. C'est le choix qu'elle fait chaque matin. Aujourd'hui, à nouveau, je choisis de ne pas les laisser mourir. Le sens se crée dans l'acte, renouvelé chaque fois que le katana rencontre la chair morte avant qu'elle n'atteigne la chair vivante. La femme qui marche avec le katana dans le dos porte des mondes en elle. Elle porte le poids des échecs d'autrui, l'écho de conversations avec des fantômes, la mémoire d'un enfant qui ne grandira jamais. Mais elle porte aussi quelque chose d'inattendu, l'espoir. Non l'espoir naïf que tout ira bien, l'espoir dur, cicatrisé, qui persiste malgré toute évidence contraire. L'espoir qui dit « Demain nous pouvons mourir, mais aujourd'hui nous choisissons de vivre avec dignité ». Michonne nous force à affronter la question. Si vous perdiez tout, qui choisiriez-vous d'être ? Elle nous montre que la tragédie ne raffine ni ne détruit automatiquement. Elle expose simplement qui nous avons toujours été, enlève les couches jusqu'à ce qu'il reste le noyau. Et alors nous choisissons, monstre ou humain ? Michonne a choisi d'être humaine. Non l'humanité des héros, mais l'humanité brisée qui tue quand elle le doit et ressent encore le poids. Qui porte des morts en chaîne, mais forge des liens avec les vivants. Qui a perdu un fils, mais protège les enfants des autres. Le vrai courage n'est pas l'absence de trauma. C'est ne pas laisser le trauma devenir excuse. La loyauté ne se proclame pas. Elle se démontre dans des présences silencieuses. Le pardon n'a pas besoin d'oubli. Juste le choix de ne pas empoisonner l'avenir avec le passé. André avait 3 ans quand il est mort. Michonne a un katana maintenant. Entre ces deux vérités existe un abîme que rien ne peut combler. Mais elle a construit un pont sur cet abîme.
planche par planche, jour après jour. Elle continue à traverser parce que s'arrêter signifierait tomber. Et elle est déjà tombée une fois. Une fois, ce fut assez. Elle reste humaine. Férocement, douloureusement humaine. C'est là que réside sa victoire la plus profonde.